Bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter individuellement, parce que moi je vous connais, mais le public ne vous connaît pas forcément, en indiquant nom, prénom, votre fonction et le nom de l'entreprise, et puis éventuellement un petit peu une petite présentation de 2 minutes sur votre entreprise. Bonjour, moi je suis Nicolas Hernandez, le CEO de 360 Learning. 360 Learning, notre mission, donc, c'est de servir la grande entreprise en aidant à connecter les experts, les formateurs aux apprenants. Donc on a ce focus sur le formateur. Voilà. Bonjour à tous, Geoffroy de l'Étrange. Je m'occupe du marketing produit pour l'Europe chez Cornerstone On Demand. Cornerstone est un éditeur qui existe depuis 18 ans. La France est notre deuxième marché mondial. On a un peu plus de 33 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à développer leurs collaborateurs avec une vision très claire d'impact business, de la formation et de la gestion du capital humain. Bonjour, Jérôme Bruet, société Talentsoft. Talentsoft, c'est le numéro 1 européen du cloud RH. Et nous avons une solution complète qui va du recrutement à la gestion des compétences et évidemment en intégrant la brique learning que je dirige au sein de cette société. Bonjour, Elisabeth Deriac, donc je suis en charge du développement de la plateforme Cifadis Experience au sein de l'entreprise Future Skill. Nous sommes présents sur le marché en tant qu'éditeur de plateforme depuis 2001. Et donc nous proposons au travers de cette plateforme Cifadis Experience de développer l'apprentissage en continu dans l'entreprise afin d'accompagner la transformation des métiers. Bonjour, Elodie Primo, Chief Entertainment Officer de MOS, donc le couteau suisse du digital learning. Notre positionnement, il est sur les portails de formation. Donc on a un LMS qui génère des portails qui peuvent être soit sur étagère pré-packagés avec des contenus, jusqu'à du sur-mesure. Voilà, pour l'engagement de vos collaborateurs. Merci, bonjour. Je m'appelle Olivier Metzger, je suis directeur des opérations chez Cross Knowledge, qui, comme son nom l'indique, et vous le savez, est une société française, née en 2000 ici. Alors, je ne sais pas de quoi on est leader, mais en tous les cas, le métier qui est le nôtre, c'est celui qui consiste à construire, concevoir et déployer des expériences d'apprentissage très intégrées, donc avec de la techno, bien sûr, avec des contenus, un catalogue de contenus notamment, et présence dans les services, des expertises de services qu'on met au service de nos 350 clients. Et nous, on a juste une petite dizaine de millions d'apprenants à peu près partout dans le monde. Je vous remercie. Alors, compte tenu du titre de cette table ronde, je le rappelle, pourquoi personne n'est content de son LMS. J'aimerais savoir parmi vous, en fait, un petit peu quels sont justement les retours des usagers de vos plateformes et quels seraient, selon vous, les points faibles qui ressortent et les axes d'amélioration que vous envisagez. On peut mentir ou pas? Est-ce qu'on peut critiquer les autres? Je sais pas Okay, qui alors, je vais me lancer. Je pense qu'il y a eu un tropisme, notamment en France, qui a été longtemps très axé sur tous les aspects administratifs de la formation, qui a été heureusement changé par la réforme de 2015. Donc ça, c'était en soi un très bon mouvement, puisqu'on passait d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Mais il y avait quand même une trentaine d'années d'habitude qui se retrouvent encore un petit peu, où on va plus se concentrer sur la façon de faire les choses plutôt que sur l'objectif à atteindre. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là qui joue. Quand on travaille à l'international, c'est vrai que ce sont des aspects qu'on retrouve un peu moins dans d'autres pays, où finalement la formation est un outil d'action privilégié des ressources humaines pour soutenir le business, pour impacter le marché, pour développer des nouveaux produits, pour former un réseau de distribution, pour renforcer la rétention, favoriser la mobilité, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments business. Maintenant, si pendant 30 ans, on s'est occupé de la 24-83, c'est difficile de changer des habitudes. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est que nous sommes tous des fournisseurs dans le cloud.
Donc ça veut dire que nous faisons tous des mises à jour régulières, plusieurs fois par an. Et certains clients, et c'est un choix, décident d'activer ou de ne pas activer certaines fonctionnalités. Et on peut avoir des conversations avec des clients qui disent « Ah, mais je ne savais pas que vous faisiez ça. » Si on le fait, mais vous avez décidé de ne pas l'activer. Donc voilà, ce sont un peu des éléments qu'on peut retrouver. Ça peut être un premier élément de réponse, mais je vais laisser mes confrères renchérir. Alors, je partage totalement ce premier élément. Je vais amener un deuxième éclairage. Tu as évoqué le volet business, l'adéquation business et learning. Il y a un aspect également pédagogique des choses. Et on voit que les LMS ont porté au fil des années des tendances. Et une tendance chassait une autre tendance. Et donc il y a eu l'espoir pendant un certain nombre d'années de la modalité magique. Donc vous avez entendu parler du rapid learning, vous avez entendu parler du serious game, vous avez entendu parler plus récemment des MOOC, etc., etc. Et à chaque fois, on a l'impression que si vous ne faites pas ça, vous n'avez rien compris à la formation. Donc ça, je pense que c'était une vraie peine pour l'ensemble des acteurs de la formation, parce qu'en réalité, la problématique, ce n'est pas la modalité, c'est l'ingénierie pédagogique qui consiste à assembler des modalités pour atteindre un objectif pédagogique. Et je pense que la maturité pédagogique des responsables de formation a vraiment évolué là, au cours des dernières années, et on est aujourd'hui en mesure de construire des parcours pédagogiques plutôt pertinents. Et donc, on voit que quand ce switch est fait, quand il accompagne le business, à la réponse, je dis non, les gens sont très contents de leur LMS, et nos clients en témoignent au quotidien. Mais il faut que ces deux critères soient pris en compte. Alors déjà, je voulais faire peut-être une petite joke pour démarrer en disant qu'effectivement, chez FutureSkill, peut-être qu'on ne se sent pas beaucoup concerné par cette question puisqu'on a un taux de rétention de 95% de nos clients. Donc on se dit finalement, si les gens n'étaient pas contents, voilà, on ne travaillerait plus avec eux. Donc ça, c'est une première chose. Moi, ce que je pense, et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, même d'entendre que les gens ne sont pas contents de leur LMS. Parce que quand on dit « je ne suis pas content d'eux », c'est qu'il y a de la passion, c'est qu'il y a de l'émotion. Et donc ça veut dire qu'on a dépassé le fait d'être satisfait ou pas satisfait de l'utilisation de quelque chose. C'est qu'on y met vraiment de l'intention, on y met de l'envie. Et ça, je trouve que ce terme-là est intéressant pour ça. C'est qu'effectivement, on a vraiment envie de faire des choses. Et si on n'est pas content, ce que je me dis aussi, c'est qu'on a tous fait cette expérience dans notre vie personnelle. Parfois, on achète quelque chose, on achète une voiture, par exemple, elle nous satisfait, elle répond à des besoins. Et puis demain, la famille s'agrandit et puis on n'est plus content de sa voiture parce qu'on a besoin d'aller plus loin. Et tout à l'heure, je trouve que le retour de l'enquête que tu présentais l'exprimait, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on commence par un périmètre d'exercice de sa plateforme. Puis tout d'un coup, on a des partenaires qui souhaitent se former, on a tout d'un coup le réseau qui dit « Tiens, vous faites ça, mais c'est super, moi j'aimerais bien développer mon service aussi sur le LMS ». Et là, on s'aperçoit peut-être que effectivement, la plateforme, elle répond pas. Donc, sur un moment, on n'est pas content parce qu'on se dit « Mince, je ne peux pas faire ». Et finalement, en creusant, on s'aperçoit « si, finalement, la plateforme peut faire parce qu'il y a juste des fonctionnalités qui étaient là, qu'on n'utilisait pas, etc. » Donc il y a cette logique aussi d'accompagnement qui devient au-delà de la plateforme, je veux dire, le contentement, je pense, des utilisateurs aussi, passe énormément par l'accompagnement au quotidien qu'on peut apporter à nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, nous on s'en aperçoit sur notre parc client, quand je dis on tient la main de plus en plus de nos clients, c'est bienveillant, c'est-à-dire qu'ils attendent de nous qu'on soit là pour leur répondre, pour les accompagner par rapport à une demande qu'ils ont en interne, souvent aussi sous la pression des métiers, on a besoin de ça rapidement pour demain et on n'a pas anticipé. Aidez-nous vraiment, parce que les métiers nous mettent la pression. Et ça, c'est aussi, ce côté accompagnement est très important. Voilà. Je pense aussi qu'il y a des attentes qui sont très élevées par rapport à ce que peut faire un LMS. Et souvent, on a le mouton à 5 pattes qu'on recherche. Et d'avoir, quand on est une grande société, des plateformes qui vont pouvoir répondre à des besoins corporate avec une palette large, ne vont pas forcément répondre à certains
besoins business plus pointus. Et c'est là, et on voit aussi dans l'enquête qu'il y a un besoin d'avoir différentes typologies d'activités, de formation avec des outils de serious game, etc., qui sont forcément, dont vous faites appel à une multitude d'acteurs. Et dans ce contexte-là, pourquoi pas arriver à réconcilier les acteurs entre eux, travailler en écosystème. Et je crois que c'est maintenant ce qui est important d'avoir, c'est cette logique d'avoir finalement un LMS qui est le cœur, nous on l'a appelé Chorus, c'est pas pour rien, et de pouvoir s'interfacer avec d'autres systèmes pour apporter le meilleur. Il y a aussi la question, pourquoi le XAPI, finalement, il rentre pas, parce qu'il n'y a pas de cas d'usage. C'est quoi les cas d'usage intéressants pour vous d'avoir un standard qui vous permet finalement d'aller chercher de l'info là où elle n'est pas dans le LMS. Et je parle notamment en termes de ROI, de KPI. Quand on dit oui, on avait un échange avec Sally tout à l'heure. Et dans les investissements des grandes compagnies, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est du tangible. Et former les gens, pour eux, c'est intangible parce qu'ils ne font pas le lien avec le travail. On est focalisé sur les gens, mais il y a un lien à faire finalement avec ce qui se passe en dehors dans le business. Et dans ce contexte-là, eh bien, les nouveaux standards nous offrent une merveilleuse ouverture, mais il y a du boulot en termes d'approche métier, de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et nous, il y a une tendance qui est intéressante, qui est de dire... Si on veut réconcilier ce qui se passe au niveau de l'apprenant et du business et du travail, il faut aller chercher de la donnée qui n'est pas dans le LMS et la mettre dans cette fameuse base de données qui s'appelle le LRS pour pouvoir vous sortir des KPI, des tableaux qui vous permettent de dire, voilà, là, j'ai un résultat tangible sur une business unit ou sur autre chose. Et XAPI, pour moi, ça sert d'abord à ça, pour les standards. Voilà. Quand on a eu la question pour préparer cette table ronde, pourquoi personne n'est content de son LMS? Déjà, bonne question. Que faire? Comme si on savait, très exactement. On pourrait répondre, merci Sally, on pourrait répondre parce qu'on est en France déjà. C'est pour ça que personne n'est content du LMS. Mais plus sérieusement, pour ceux qui ont ici une expérience du LMS, soit en tant qu'acheteur, commanditeur, administrateur, utilisateur, pouvez-vous lever la main? Qui n'est pas content de son LMS? Bon, ça fait du monde quand même. Ça fait quand même un peu de monde. Donc des gens avec qui on peut évidemment qu'on peut recontacter dès qu'on sort de là. Nous on se sent très concernés par cette question, indépendamment de la question du taux de rétention de nos clients, parce que y a derrière ça une exigence qui n'arrête pas de bouger, une exigence qui change d'année en année, qui est assez compliquée. Alors moi je ne sais pas vous dire, franchement, on ne sait pas pourquoi les gens ne sont pas contents du LMS, si ce n'est pour toutes les raisons que beaucoup d'entre vous ont déjà expliqué. Il y a probablement des questions qui sont liées à la juxtaposition, l'empilement des outils devant lequel tout apprenant est. Chacun a son intranet, parfois un réseau social d'entreprise, parfois un réseau social personnel et une boîte mail et un système pour gérer ses frais professionnels et un autre pour encore quoi, on sait pas quoi. Bref, il y a une espèce d'empilement, de juxtaposition qui font que trouver, au-delà de la promesse, le bon apprentissage, le learning, au moment où on en a besoin, ce qui est globalement notre promesse, un peu à tous ici, c'est pas si facile. C'est la fameuse accessibilité, discoverability. Donc c'est peut-être le premier point. Le deuxième, c'est qu'entre les attentes de granularité plus fine, les attentes de personnalisation très fortes de tout apprenant, vous, moi, dans cette salle, et ce que la plupart des éditeurs, nous inclus, je nous mets complètement dedans, sont capables de livrer en temps réel, il y a parfois des écarts. Il y a parfois des écarts entre la promesse, la projection qu'on a du marché et ce qu'on est capable de faire au quotidien et de manière massive, internationale. Dès lors qu'on prétend déployer massivement, il y a des écarts. Bon, mais ça vous l'avez dit, et les écarts, on les vit, cette tension, on la vit tous les jours. Si je peux me permettre, les écarts avant le digital, en présentiel, étaient largement plus importants. Oui, c'est vrai. Bon, mais reste que l'aspiration un peu à la Matrix, j'aimerais pouvoir disposer du learning quand j'en ai besoin, l'adopter, être capable de le mettre en œuvre et le mesurer. Est-ce qu'on est capable de faire vraiment de manière massive? On a encore un peu de boulot. C'est tant mieux, mais Jérôme a raison, ça progresse. Du coup,
Que faire? Là encore, si vraiment on savait, je vous assure qu'on viendrait vous le vendre et cher, hein, vraiment, vraiment très très cher si on avait la formule magique. On l'a pas, mais on intuite qu'il y a 2 chemins de travail pour nous. Et il y a 2 chemins, il y a deux voies d'avancement. La première, c'est l'accessibilité. Donc s'assurer que l'accessibilité ou la pervasivité, s'assurer que ce que l'on va mettre à disposition des apprenants se trouve vraiment facilement. Et si ce n'est pas dans notre plateforme, ce n'est pas grave. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est la construction d'expériences d'apprentissage très cohérentes, très intégrées, avec ce que les technos peuvent offrir de meilleur aujourd'hui, des contenus up-to-date, comme on dirait, mais qui sont les standards, chacun dans leur discipline, et en particulier dans les soft skills, et des services qui font qu'on va rapidement rencontrer l'apprenant et permettre de l'accompagner. Ça, c'est la clé. L'accessibilité et l'expérience d'apprentissage. Une vraie expérience, hein. Avec une expérience, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qui se passe avec un début, qui a une fin et qui délivre des résultats mesurables que l'on puisse prouver. Et c'est tout le drame, hein. Sally nous disait en introduction de cette table ronde que sur 1000 CEO, elle a écrit, je crois, un article dessus qu'il faut nous partager, 1000 CEO interrogés, 1000 grands CEO interrogés dans le monde, aucun d'entre eux ne met le people development dans ses 5 priorités d'investissement. Aucun. Aucun. Et en même temps, 70% des projets de transformation échouent sur ce critère-là. Échouent sur le critère d'embarquement et d'engagement des people. C'est dire le boulot qu'on a à faire pour répondre à la deuxième question. Mais je m'arrête là. Merci. Bonjour. Donc on a dit qui a un LMS et n'est pas content, et qui a un LMS et est content? Un peu moins, mais qu'il y en a quand même quelques-uns. Écoutez, moi je vais essayer de vous dire des choses simples sur cette question-là, et simples et qui peuvent être simplificatrices, mais qui permettent d'organiser les choses pour avoir une vision claire. Et je crois que c'est important, vous savez, dans le monde des technologies, d'avoir du focus. Et quand vous regardez les applications que vous avez sur votre téléphone, en général, elles font une chose bien, et c'est tout. Et elles font pas 15 choses. Et même si vous regardez les géants, les Microsoft, les Google, en général, il y a une application différente pour une mission différente. Et je pense que c'est important de définir la mission. Alors moi, je vais vous dire des choses très directes et très... parce que j'en suis convaincu. Vous savez, il y a 4 ans, j'ai commencé à dire SCORM, c'est la prison invisible de l'entreprise digitale. Et je me suis fait traiter de menteur, voleur, etc., escroc, parce que je critiquais les normes. Aujourd'hui, c'est devenu le statu quo. Et à l'époque, moi je disais, mais ce que je dis, j'en suis convaincu. Je le dis avec honnêteté. Créer des cours avec SCORM, c'est très compliqué, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup d'expertise. Et c'est un frein, c'est un frottement pour l'empowering des experts métiers. Je le disais parce que j'y croyais. Sur moi, tu y crois plus. Aujourd'hui, c'est devenu le statu quo, comme tu sais. Ça veut dire quoi le statu quo? On vous sent pas? C'est aujourd'hui quelque chose qui est, je pense, que tout le monde sait que SCORM est quelque chose qui est à la fois, en train de mourir, et 2, qui a un frein énorme pour le business. Et je pense même que cette vision-là... Pour le business, pour les éditeurs ou pour les utilisateurs? Ouais, pour les entreprises, parce que si vous êtes expert métier, vous êtes directeur marketing, vous voulez former vos sales, et on vous dit on sort un produit dans 3 semaines, il faut créer un cours, si vous êtes le directeur marketing et que vous devez appeler un prestat pour faire du SCORM, ensuite uploader ça, c'est pas adapté au cycle du business. Aujourd'hui, le modèle c'est Instagram, c'est pas Photoshop. Mais pour revenir à la question d'aujourd'hui, elle est sur les LMS. Et là, je vais dire des choses, parce qu'à un moment, il faut dire des choses simples et avoir une vision simple. Sinon, tout est trop compliqué, on comprend plus rien. D'ailleurs, moi-même, et je dis ça, il n'y a rien de personnel, mais si je devais résumer ce qu'on a entendu là en 5 secondes, je ne saurais pas le faire. Moi, je vais vous dire un truc simple. Les LMS, c'est une brique RH parmi d'autres briques RH. Et quand une entreprise s'équipe avec des briques logicielles, elle doit les intégrer. Elle doit les intégrer parce qu'on veut avoir les résultats des formations dans l'entretien annuel. C'est normal. Et le DSI, s'il a 12 briques RH et qu'il doit faire des intégrations entre chacune, ça fait un calcul, ça fait 12 fois 11, enfin c'est un nombre monumental d'intégrations. Et donc c'est pas possible de faire ça. Voilà, c'est trop compliqué pour lui. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut une solution intégrée où il y a toutes les briques. Et ce que je vous dis là, c'était pas clair en 2007. Et Cornerstone, qui a été le leader dans cette stratégie de proposer une suite, l'a parfaitement exécuté. Et aujourd'hui, dans le learning, le premier besoin d'une grande entreprise, c'est d'avoir une suite qui lui permet d'automatiser ses workflows sans que ça se transforme en un projet de digitalisation qui merde, quoi, qui prend 5 ans et puis qui explose les coûts. Et, voilà.
Et donc ça, il y a des solutions qui se sont spécialisées là-dedans et elles ont une value propre. Donc il y a des leaders, c'est Cornerstone, c'est SAP SuccessFactors, c'est Workday mais qui n'a pas la partie learning et c'est les leaders mondiaux. Et tu peux le citer quand même, Nicolas, ce serait de bonne guerre. Mais Non, il va les dégommer. on peut citer Talentsoft, mais il faut dire la vérité, c'est que Talentsoft, ça vaut peut-être entre 100 et 150 millions, et Cornerstone, ça vaut 2 milliards, et SAP est encore une échelle au-dessus, il y a 15, donc Talentsoft est un challenger aujourd'hui, mais je dis ça, Gartner dit ça aussi. Ouais, je suis pas sûr, et regarde la valo de Talentsoft, je suis pas sûr que ce soit la bonne, la tienne, mais c'est pas grave. Je dis ça, mais si tu veux, moi je dis ça, je suis personne pour dire ça, mais si tu vas sur un cadran Gartner, il y a marqué la même chose. Anyway, mon point n'est pas celui-là. Il y a des suites RH, et donc, qu'est-ce qu'elles délivrent? Elles délivrent une vraie valeur à l'entreprise, c'est de dire à l'entreprise, je digitalise tes workflows RH. Il y a une valeur qu'elles ne délivrent pas, c'est d'engager des experts et des formateurs et des apprenants dans la formation. Et à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir sur quoi on va être fort. Et chacun a sa proposition de valeur. LMS, ça veut dire Learning Management System. Ça ne veut pas dire Learning Engagement. Voilà. C'est deux choses différentes. Donc, peut-être que ceux qui ne sont pas contents de leur LMS, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes attentes par rapport à leur LMS. Voilà. Ou qu'ils n'ont pas mis la stratégie pédagogique justement qui permet de créer cet engagement, l'accompagnement également qu'on peut envisager. C'est tout un dispositif mais je à mettre crois, en œuvre. et c'est ma conviction personnelle, et peut-être dans 5 ans, on sera encore là pour se demander si j'avais raison, mais je crois que dans le monde des technologies, il y a... Oui, c'est très américain comme approche. Les Américains, vous leur parlez, ils sont capables, en 3 minutes, ils vont vous dire, moi, je suis ça. Personnellement, je suis ça. Mon entreprise, on est ça. C'est une phrase, elle est très claire, il y a beaucoup de focus, c'est une proposition de valeur. Et ils vont mettre du focus là-dessus, et ils vont arriver à exécuter là-dessus. La proposition de valeur d'un LMS, aujourd'hui, et ça, je pense, on pourra le mettre en débat, certains, au bout de la table, ne seront pas d'accord, d'autres, au début, seront d'accord. On peut le mettre en débat. Moi, je vous dis quelque chose. La proposition de valeur d'un LMS, c'est d'être intégré dans une suite RH, d'automatiser les workflows et de simplifier la vie d'une DSI. Donc c'est le point fort de votre plateforme? Alors nous, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas un LMS. Nous, si vous allez sur mon site, il n'y a pas marqué LMS, il y a marqué Learning Engagement Platform. Nous, on s'intègre. On a des intégrations avec SAP SuccessFactors. On a des intégrations aujourd'hui, par exemple, chez Galeries Lafayette, dans le retail, pour 12 000 utilisateurs avec Cornerstone. On s'intègre et on est complémentaires. Et je pense que vraiment, pour répondre à la question, personne n'est content de son LMS. C'est peut-être parce que aujourd'hui, les gens qui ont acheté des LMS, c'est principalement des DSI. Et si le terrain, si le métier a des attentes par rapport au LMS, peut-être que ces attentes ne sont pas les bonnes ou que c'est pas un LMS qu'ils doivent choisir. Merci Nicolas. Avec grand plaisir. Je vais laisser la parole à Geoffroy, mais juste avant, je me permets, Nicolas, je sais que tu n'es pas un menteur, mais peut-être que sur SCORM, tu as 2-3 trucs à revoir. Par exemple, SkillCatch, appli de Talentsoft, tu prends ton smartphone, tu fais une vidéo, tu la publies, elle est SCORM. C'est pas 3 semaines, c'est 2 minutes. Autre exemple, tu prends une vidéo YouTube, tu la mets dans Talentsoft, tu la publies, elle est SCORM, c'est 30 secondes. Donc c'est bien de raconter des choses intéressantes, mais en même temps, il ne faut pas non plus faire croire aux gens que c'est 3 semaines pour développer une ressource SCORM, ce serait embêtant. Oui, là, je crois que là-dessus, on est ça. d'accord. Et on est d'accord sur les vidéos, les liens, l'aspect social, etc. Sur un point quand même, alors évidemment, Nicolas aime provoquer et réveiller l'assistance, c'est bien, comme ça tout le monde est bien au taquet. Sur le, on va dire au sens plus large, c'est vrai que moi j'aime pas trop les acronymes, donc là je crois qu'on va se rejoindre là-dessus. On va dire les solutions de développement des collaborateurs. C'est une expression que je préfère utiliser plutôt qu'LMS. L'idée c'est vraiment de voir à la fois à un niveau individuel pour le collaborateur précisément quels sont ses besoins à court terme, ses souhaits d'évolution à moyen long terme et de le développer de telle sorte qu'il puisse y arriver. D'où le lien effectivement avec la gestion de la performance et puis tout ce qui est mobilité interne, mais aussi au niveau de l'ensemble de l'entreprise, d'avoir des outils, et notamment analytiques, prédictifs, etc., pour anticiper les futurs besoins en compétences et éviter de se retrouver dans une situation où on n'a pas les ressources en interne pour un besoin précis. Les exemples que je donnais tout à l'heure, lancement d'un marché, lancement d'un produit, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments intéressants qui vont permettre de voir si, effectivement, on est content de sa solution de gestion du développement des collaborateurs. Est-ce qu'à un niveau individuel, j'arrive à les développer à court, moyen, long terme? Est-ce qu'à un niveau global de l'organisation, j'arrive à anticiper mes besoins pour trouver
la bonne méthode de développement qui peut être du présentiel, qui est encore très fortement présent en France. Je vous renvoie à une étude qu'on avait faite avec FEFOR et la NDRH l'an dernier. Du distanciel, on va dire, sur étagère. Il y a effectivement des très bons prestataires qui ont des contenus vraiment excellents, ou des vidéos créées par vos propres experts internes, etc., du partage de connaissances. Donc en fonction de votre degré d'urgence aussi, vous serez capable de dire, là on est à horizon moyen-long terme, je vais peut-être plutôt favoriser du partage de connaissances en interne, mettre en avant mes experts. En revanche, si j'ai un besoin immédiat, j'ai besoin de déployer une formation très rapidement, et là je ferai un présentiel ou un distanciel. Alors moi, excusez-moi, oui. Alors, du coup, Sally me rappelait que c'était 30 minutes d'échange entre vous et ensuite parole à la salle sur justement vos attentes. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est également d'écouter votre expérience, de savoir qu'est-ce que vous attendez d'un éditeur ou d'une plateforme LMS. Quels sont vos retours? Allez-y, on va vous passer le micro. Des bonnes questions longues. Des vraies questions. Sally. J'étais chef de formation pendant longtemps, donc j'ai eu une attente et j'attends depuis 2000. Si vous regardez sur LinkedIn, sur mon profil, j'ai rédigé un article qui s'appelle « La culture d'apprentissage » ou « L'organisation apprenante, la mythe et la réalité ». On a fait allusion à les chiffres que j'avais trouvés de Korn Ferry. Korn Ferry a fait ce sondage, 1000 grandes entreprises dans le monde, 1000 PDG qui ont dit oui, mes priorités d'investissement en 5 ans, c'est les robots, c'est la transformation digitale, c'est les données, c'est le social media. Et les gens n'étaient pas dans le top 5. Ensuite, Korn Ferry fait une deuxième étude. Le ROI des investissements dans les gens est toujours 2,5 fois plus fort que le ROI sur l'informatique et les robots. Okay? Donc, il y avait un paradoxe. Et mon attente, c'est ceci, et c'est ce qu'elle a dit, il y avait ce qu'on appelle du tangibility bias, qui était poussé par les actionnaires de ces entreprises, qui voulaient des investissements qui avaient des retours tangibles. Et le retour sur investissement humain est vu comme intangible. Mais si on est capable de faire les calculs des ROI pour les autres choses, il n'y a aucune raison pourquoi pas. On ne peut pas le faire avec des LMS. Donc, mon attente en tant que chef de formation qui doit justifier les gros investissements dans les gens est de pouvoir montrer d'une façon hardwired un lien direct entre chaque dollar qu'on dépense dans la formation et chaque dollar qu'on récupère dans le changement des activités au travail, l'activité de valeur ajoutée. Donc, j'ai besoin de faire ce lien. Et c'est ça mon attente des LMS. Merci. Et puis la question, c'est comment, avec mes... Comment on fait? C'est ça ta question? Qu'est-ce que les fournisseurs de LMS prévoient pour nous aider à attaquer cette bias, tangibility bias? Il faut qu'on a une conquête de ça. On a développé l'aspect pédagogique, etc. C'est certes un aspect super important, mais on est quand même des éditeurs, hein, donc des gens de l'IT. Et on est là aussi pour bosser pour vous, pour rendre ça le plus transparent et ouvert possible, pour simplifier justement les intégrations. Et les nouveaux standards des web services avec XAPI à API, donc c'est de la communication entre systèmes. Et certes, on est encore en train de travailler là-dessus, mais finalement, il y a quoi en termes d'échange de données? C'est simple, hein, si on veut simplifier, il y a l'utilisateur, il veut quoi? De la transparence. Il se connecte à un truc, il n'a pas besoin de se reconnecter à un autre. Donc d'uniformiser ça. Il y a des moyens de le faire sur les authentifications, SAML et autres dans l'entreprise qui sont là et qu'on peut utiliser. Ensuite, il y a quoi? L'échange de données entre systèmes, c'est juste des fichiers texte en base de données ou autres, ou des websites. Donc ça, c'est notre boulot de nous occuper de la mécanique derrière pour finalement aller récupérer tout ce qu'il faut, parce que les données, elles sont là. Et le truc, c'est qu'on est aussi maintenant dans le big data, il y a plein de données. Et ces données, il faut savoir les analyser, les structurer déjà pour pouvoir les exploiter. Et puis ensuite les analyser. Et je crois, pour moi, le gros boulot, il est là en ce moment. Et Nicolas, je suis d'accord avec toi que chaque app ou chaque solution fait super bien un truc. Et pourquoi pas prendre le meilleur de chacune. De toute façon, le mythe de la plateforme unique n'existe pas. Et moi, je vis très bien dans ma niche à côté de toi, par exemple, de toi, pas forcément de toi. Je te taquine, mais
sur de la niche entreprise étendue, dans des portails thématiques, engageants, gamifiés, etc. Et parce qu'à un moment donné, vous allez atteindre la limite. La limite, ça peut être un pays. J'ai un partenaire sur l'Iran. Ben, en Iran, tu ne peux pas avoir tes données ailleurs qu'en Iran. La Russie, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, vous allez être confronté à ben là, je ne peux pas répondre avec ma grande plateforme. Mais j'ai besoin d'une grande plateforme, certes, quand on est une big, et on a besoin d'une grande. Quand on est une PME, on peut se poser les questions différemment, plus business. Donc ma réponse, elle est là. On est là pour vous simplifier la vie, point barre. Oui, alors je prends juste le relais un petit peu. Effectivement, là, ce que tu traites, c'est le sujet de l'ouverture. Nous, effectivement, c'est aussi un des grands sujets de notre roadmap. C'est le sujet de l'ouverture et des analytics et de la gamification. Ce sont nos 3 grands chantiers actuellement chez FutureSkill. Notamment sur les analytics, on se fait accompagner par un expert qui vient du monde du e-commerce et qui nous permet de nous challenger sur ce qu'on appelle les canaux de transformation, c'est-à-dire quelqu'un arrive dans le canal de la formation, voilà, au bout du bout, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise. Alors je pense que c'est parfois compliqué de mesurer quantitativement les effets d'une formation, les effets d'un apprentissage, parce que c'est parfois compliqué d'avoir ces données quantitatives. Il faut aussi impliquer fortement les managers sur le volet qualitatif, parce que le résultat, il est aussi parfois, parce que je me suis formée, je suis capable de faire maintenant beaucoup plus rapidement telle chose, et du coup, je vais pouvoir, par exemple, absorber un peu plus de travail, ou je vais gagner en efficacité personnelle, ce qui va, au final, si on ajoute des efficacités personnelles les unes à côté des autres, mathématiquement, on contribue à la performance de l'entreprise. Donc c'est tous ces sujets-là qu'il faut réussir à traquer. Et tout à l'heure, Nouria en parlait tout à l'heure de la norme XAPI. Hein, c'est un sujet sur lequel nous sommes très impliqués pour cette interopérabilité. Si je peux... Merci Jérôme. Si on voulait, ça dit vraiment pousser le bouchon de la provocation, vraiment, je dirais que chez Cross Knowledge, on s'en fiche un peu de savoir comment on va faire évoluer le LMS, ou notre Learning Engagement System, ou notre Learner Engagement Platform, notre système, bon, bref. Parce que tout ça, globalement, c'est juste une différence de timing. On disait une chose il y a 3 ans, on en dit une autre aujourd'hui. Bon, l'engagement va mieux que les systèmes, c'est plus sympa. Donc ça, on s'en fiche. Et je pense que les gens qui travaillent sur le développement des fonctionnalités chez Cross Knowledge, parfois peinent. J'exagère un peu, je force le trait, je provoque. Ce qui nous obsède, littéralement, c'est la question de la motivation. Parce qu'au fond, et voilà, personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre exceptionnellement ». C'est la motivation. Les gens n'en ont, et moi inclus, n'en ont rien à faire. Alors ils apprennent s'ils ont peur pour la conservation de leur job ou l'espoir d'en avoir un meilleur. Ils apprennent suivant le plaisir qu'ils ont dans la difficulté ou le simple plaisir d'apprendre. Donc, tout le travail sur la construction des expériences d'apprentissage, pour ceux qui ont pu suivre hier ce qu'on racontait sur le Blended X, ont pu un peu voir ça. Ce qui nous obsède littéralement, c'est quel est le format, quel est le timing, quel est le budget, quelle est l'allocation de temps, corrélé à quel type d'objectif et quelle accessibilité. Donc, je le trouve facilement dans les écosystèmes. Donc, quel est le mix qui fait que l'expérience d'apprentissage va délivrer du résultat? Que non seulement les gens vont venir, mais vont rester et vont développer des compétences qu'on mesurera avec des outils, certes imparfaits. On n'arrive jamais à monter plus haut que 4 dans l'échelle de Kirkpatrick. Mais quand même déjà, on peut mesurer des choses. Justement, Jérôme C'est déjà Geoffroy, bien, exactement. Justement, Jérôme Geoffroy, si je vois que vous vouliez répondre. Donc c'est le seul focus. Et c'est de construire ça. Et vous savez quoi? Si, une fois qu'on a construit cette expérience d'apprentissage, pour la délivrer, la plateforme qui est la nôtre n'est pas la plus adaptée parce que ce n'est pas celle qui est la plus accessible pour l'apprenant dans une organisation, ben vous savez quoi? On ira l'intégrer chez Cornerstone, on ira l'intégrer chez un autre, et ça marche très bien aussi.
Je vais répondre à la question sur les KPI. Et je pense que tout est... Je vais dire ce que tu veux dire, Geoffroy, je pense, mais tu compléteras. Tout est une question de focus, de niveau de regard. Et là, on parle de moyens. C'est vrai, quand on est best of breed, qu'on est des spécialistes de la formation, on va parler de moyens. Quand on regarde au niveau de l'entreprise, on va parler de résultats. Et donc, voilà, on va regarder différentes choses. La question était sur les KPI. Finalement, pour mesurer l'efficacité, il y a deux enjeux. Il y a les people, tu en as parlé. Et si on veut mesurer l'efficacité sur les people, sur les équipes, sur les compétences, eh bien, on n'a pas d'autre solution que d'avoir une suite intégrée. Nicolas en a parlé. Et c'est ça qui va nous permettre de piloter l'ensemble de la chaîne et de mesurer l'efficacité d'une formation sur l'évolution des compétences. C'est ça qui va nous permettre d'avoir du big data et de l'analytics derrière pour sortir des KPI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je comprends, et c'est de bonne guerre, qu'on essaye d'opposer les solutions intégrées avec les best of breed qui seraient plus agiles, plus engageantes, etc. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que même quand on est une solution intégrée, on a de la R&D sur l'engagement, on a de la R&D sur les stratégies pédagogiques. Donc on n'est pas en train d'opposer les choses. Et sur le dernier point, sur l'ouverture, évidemment, même une solution intégrée est totalement ouverte, et je dirais même paradoxalement, et ce n'est pas une volonté d'être pédant, mais à un moment donné, quand on atteint une taille critique, eh bien, c'est les autres acteurs. C'est un Salesforce qui vient voir un Talentsoft pour être intégré. C'est un Microsoft qui vient voir un Talentsoft. Et donc, l'ouverture d'une plateforme comme Talentsoft, comme Corner, comme Workday, etc., c'est une nécessité parce que l'écosystème vient se greffer autour. Donc, il n'y a pas d'opposition, et ça, je pense que c'est vraiment important, entre la solution intégrée et la solution ouverte. Plus la solution est intégrée au cœur du RH, plus elle se doit d'être ouverte. Et je pense qu'on est extrêmement ouvert chez Talentsoft. Alors oui, d'accord sur l'ouverture, ça c'est clair. Il faut que vous puissiez avoir le choix des solutions que vous souhaitiez utiliser. Je voudrais juste compléter sur l'aspect analytique. Ça, c'est absolument indispensable et c'est vrai que le monde RH au sens large, je ne parle pas spécifiquement de la formation, est un peu en retard. Par rapport aux autres départements, si je prends le marketing, ça fait des années que le marketing mesure ce qu'il fait, a des très bons outils d'analytique très détaillés et la performance du marketing est aussi mesurée grâce à ça. Donc il n'y a pas de raison que la RH ne soit pas mesurée non plus, et notamment la formation, qui reste en France le premier poste budgétaire de la RH. Donc il faut mesurer ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même beaucoup plus crédible quand on va voir un directeur financier avec des chiffres. Et là, je vais prendre un exemple très concret, très simple, d'une filiale anglaise d'un de nos clients français qui, en basculant une partie de sa formation, c'est très pratique, du présentiel au distanciel, a diminué ses coûts en millions de livres sterling. Donc clairement, l'année d'après, quand le directeur formation a présenté son budget au directeur financier, il était un peu mieux écouté. On est très, très, très concret là-dessus. Donc, Kirkpatrick, certes, moi je préfère être assez pratico-pratique là-dessus. Toujours la même chose. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre pour une personne et pour l'organisation ou le service ? Pour une personne, comment je vois que quelqu'un effectivement a progressé, je vais en parler avec la personne en question et avec son manager. Comment on constatera concrètement dans son travail que cette personne travaille mieux. Est-ce que cette personne va pouvoir progresser dans l'entreprise ? Et là, il y a différentes possibilités d'analytique qui existent, du simple rapport, parfois un simple Excel suffit, on ne va pas se compliquer la vie, jusqu'aux algorithmes prédictifs, big data, etc., qu'on propose aussi chez Cornerstone, qui vont vous calculer en fait une probabilité de succès et l'amélioration de cette probabilité de succès en fonction des formations que vous pouvez proposer. Donc là, on est évidemment à un autre niveau d'analytique, mais voilà, ça existe, tout le monde n'en a pas forcément besoin non plus. Donc il faut être très très pragmatique là-dessus. Mais clairement, et j'insiste là-dessus, la mesure de ce qu'on fait est indispensable. Et la RH en général cessera d'être un simple business partner, je déteste cette expression, pour devenir un acteur du business
le jour où elle acceptera d'être mesurée comme tous les autres départements de l'entreprise. Pour moi, c'est absolument indispensable. Ce jour-là, la RH et la formation sera effectivement au même niveau que le marketing, que la finance, que la production, etc. Ça, c'est évident. Et je dis ça parce que je suis au marketing et donc je suis mesuré en permanence. C'est une opinion. Je suis d'accord avec toi, moi, là-dessus. Moi, j'ai une réponse simple à la question donc, du ROI. Avant ça, je voulais dire sur SCORM, donc visiblement, il y a des, il y a des avis différents. Donc, je veux donner un actionnable, puisqu'il y a des gens qui vont choisir pour faire des choix. Donc, je veux donner quelque chose d'actionnable. Vous choisissez demain une plateforme de formation et vous allez vous baser sur SCORM. Et demandez à ce qu'on vous montre 3 choses. Premièrement, un module SCORM où il y a une interaction humaine entre 2 personnes. C'est facile à demander. Vous pouvez demander à votre éditeur, montrez-moi un module SCORM et montrez-moi 2 personnes qui interagissent. Deuxième chose, montrez-moi un module SCORM où il y a par exemple 10 activités et où on peut en mettre une en favori et la retrouver plus tard. Nicolas, excusez-moi, vu le temps qui nous reste, soit vous répondez uniquement sur la partie SCORM, mais je ne sais pas si c'est le sujet que voulait entendre le public, ou alors sur le ROI. Mais là, la question était sur le ROI. Visiblement, il y a un débat. Bref, oui, troisième chose. Mais on peut continuer après, éventuellement. Troisième chose, un moteur de recherche qui permet de faire des recherches dans les modules SCORM et qui permet, si on a des mots, on a mis des mots dans le SCORM et on fait une recherche et ça se fait sortir les modules SCORM qui ont ce mot dans leurs activités. Bon, c'est facile à vérifier, comme ça, on aura une réponse. Sur le ROI, moi, j'ai une réponse très simple. Nous, on mesure le nombre d'experts et de formateurs qui publient des cours sur la plateforme. Et quand on arrive dans une entreprise, un beau projet, c'est un projet où il y a, au bout d'un an, au-dessus de 200 formateurs ou experts métiers qui créent, qui publient des cours. Et ça, pour moi, c'est une mesure du ROI tangible. Vous savez, on parle souvent, on dit la connaissance, c'est génial, parce que contrairement à l'argent, on peut la multiplier. Et voilà, nous, c'est notre mission, c'est de dire, est-ce qu'on peut aller dans une entreprise, les savoirs métiers, est-ce qu'on peut les multiplier? Donc c'est combien de personnes deviennent des formateurs actifs sur la plateforme. Voilà, c'est une réponse simple, tangible. Et là aussi, je pense qu'il faut parfois dire des choses simples et mesurer des choses simples, parce que sinon, c'est souvent le cas d'ailleurs en marketing, on a tellement de données, on ne sait pas quoi mesurer. Il faut faire des choix parfois, et puis c'est un choix. Mais faire un choix, c'est arriver, c'est se donner un objectif, c'est se simplifier la vie. Et souvent, faire un choix qui a l'air simplificateur, c'est la clé du succès. Alors je me permettrai juste de répondre sur ces 2 points et puis après je repasserai le micro dans le public. Sur la partie ROI, là on parlait de ROI. Si Sally, je ne transforme pas vos propos, c'est sur le côté business. Donc le nombre de formateurs qui contribuent sur une plateforme, effectivement, peut-être que si on est un OF, ça peut faire partie des indicateurs, mais pour des entreprises ou en corporate, ce n'est pas forcément le cas. Je me permets aussi de répondre sur le SCORM parce que de par mon expérience, je vois trop de clients qui sont pieds et mains liés dans des plateformes où ils ne peuvent pas récupérer tous les contenus que leurs formateurs ont mis en place et ont élaboré dans l'outil LCMS. Et il y a un vrai enjeu aussi en termes de liberté, d'autonomie et de se dire si un jour je veux changer de plateforme, est-ce que je peux récupérer, et on parle de réversibilité des contenus, de se dire eh bien effectivement, j'ai peut-être 200 collaborateurs qui ont contribué à ma plateforme, qui ont mis des savoirs. Comment je les récupère pour pouvoir les utiliser ensuite? Est-ce que c'est perdu? Est-ce que c'est pas perdu? Et ça, c'est aussi quand même un point fort du format SCORM et des standards internationaux. Comme il nous reste encore très peu de temps, je vous propose de poursuivre ensuite ce débat, mais sur le SCORM, pas SCORM, mais de repasser la parole au public. Est-ce que vous avez d'autres attentes? Oui, Par rapport à la question initiale, pourquoi personne n'est content de son LMS, que faire? Par rapport à la question initiale, pourquoi personne ne serait content de son LMS, que faire? Tous les jours sur les blogs de nos entreprises, de vos entreprises, on voit des articles avec des nouveaux mots, le swimming learning, le coupé-décalé learning, le jumping learning. Voilà, on essaie de trouver des nouveaux concepts pour montrer que ça va être fun, que ça va être facile d'apprendre, que ça va être joyeux, qu'il va y avoir des petits bonhommes partout, des dauphins et des licornes qui vont sortir. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi la fausse promesse qu'on donne aux gens en leur disant que apprendre c'est simple? Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'est déjà mis à la musique en tant qu'adulte ou à apprendre de l'aïkido ou un nouveau truc. Voilà, apprendre c'est parfois dur, c'est pénible. Est-ce que la fausse promesse parfois elle n'est pas un petit peu là? Et est-ce que on n'est pas un peu dans un leurre de gamification extrême et de licorne learning en fait? Je vais répondre très rapidement. 2 phrases. Juste sur l'engagement des experts dans les entreprises, c'est stratégique. Aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est casser les silos, créer de la transversalité. Et donc, le nombre de personnes qui créent des cours et qui échangent, c'est évidemment la clé de la transformation digitale. Pour répondre à votre question, je suis entièrement d'accord.
En fait, pour reformuler, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont laissées de côté quand on déploie un portail de formation, c'est les formateurs. C'est avant tout un projet d'administrateurs et d'apprenants. Et il y a toute une population qui est la population qui était owner, qui était responsable de ce sujet de former, et à qui on ne donne pas de rôle, parce qu'on ne leur donne pas des outils simples pour qu'ils puissent créer. On leur dit, et on en revient à ce sujet de SCORM, donc je continue, moi, c'est ma croyance, on leur dit, tu dois apprendre à utiliser Adobe Articulate si tu veux participer au dispositif. Et vous avez des formateurs qui ont 25 ans de carrière, ils ont fait de la formation en salle, ils ont un savoir, ils sont experts d'un sujet, ou un expert métier, un expert marketing, et on lui dit, tu dois créer des SCORM pour publier, c'est pas possible pour lui. Et donc on les exclut du sujet, et comme vous le dites, du coup à la fin, c'est très austère. Alors j'aimerais dire sur cette partie de qu'est-ce qu'on propose en termes d'activités de formation. Il y a des activités, des contenus sur étagère qui vont être finalement du vernis dans ce qu'on va apprendre. Il y a des choses qu'on va développer sur mesure qui vont aller plus profondément. Et je crois que dans tout, il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi accès simplement à de la connaissance. En situation de travail, j'insiste là-dessus, c'est là où ça devient pertinent, en situation de travail, pouvoir retrouver rapidement quelque chose qui va me permettre de résoudre un problème, de donner une réponse. Et dans les niveaux, on peut aller d'une manière de plus en plus approfondie dans les contenus, mais il y a aussi des parcours longs, les certifications. Et il y a des fois sur la compliance, sur ce qui est réglementaire, mais c'est hyper boring, ça peut être très ennuyeux. Et donc c'est là où si on amène un contenu qui est sur le fond indigeste, long, lourd, volumineux, etc., si on gamifie ça et on fait des petits bouts digestes, des activités ludiques, etc., on va arriver à un moment donné à apprendre même ça de manière sympa. Voilà, donc il y a des niveaux, il y a des contenus premier niveau, il y a des formations longues, et c'est ça qu'il faut faire vivre d'une manière engageante et bien distribuée. Moi, je suis l'adepte du multiportail, parce que le portail unique, la grande place où il y a plein de choses qui sont là et sur lesquelles on se dit mais c'est quoi mon focus du jour, ou c'est quoi, je suis dans un parcours, manager, on a besoin d'avoir son portail, d'avoir ses formations dans ces thématiques-là, c'est aussi ça l'engagement. Donc des contenus qui sont sectorisés, qui sont thématisés et qui sont présentés dans une belle vitrine engageante. C'est ça, et facilement retrouvable. Pour répondre à votre question ou aller dans votre sens, chez Talentsoft, tous les ans, depuis 5 ans, on édite un baromètre sur la pédagogie digitale en partenariat avec ISTF qui accompagne les entreprises dans leur transformation, la transformation des formateurs vers le digital learning. Et on pose systématiquement depuis des années, vous pouvez regarder livre blanc après livre blanc, la question de qu'est-ce qui motive les apprenants, qu'est-ce qui les engage dans leur formation. Le premier critère, c'est l'adéquation entre le contenu qui m'est délivré et mon besoin de formation. Le deuxième critère, c'est l'engagement de la hiérarchie. Et comme ça, vous déroulez les critères les uns après les autres et vous verrez que la gamification, la user experience, etc., arrive bien en bas de la liste. En d'autres termes, ce qui compte au bout du bout, c'est le contenu, c'est la pédagogie qui est délivrée. Donc effectivement, si la promesse... Alors ça n'empêche pas qu'on peut gamifier, qu'on peut faire des choses jolies et tout ça, mais si on met ça comme premier critère, on est mort. Voilà. Et souvent, là où je vous rejoins, c'est que ça a été trop souvent mis en premier critère. Et là, c'est échec assuré. Mais dans l'ingénierie... Je voulais intervenir, oui, juste... Effectivement, on est en plein dans ce qu'on appelle le marketing de la formation. Je pense qu'effectivement, on promet des licornes, etc. C'est important, je pense que c'est important de le faire quand même, parce qu'il faut éveiller. En fait, le but du marketing, ça peut être un mauvais escient, c'est-à-dire créer du besoin qui n'est pas utile. Ça, c'est effectivement, là, on court à l'échec. Faut pas faire croire non plus, je pense, dans l'apprentissage, que demain, il ne faut pas faire des efforts. Parfois, globalement, dans la société, je pense aujourd'hui, on a trop ce message de dire oui, voilà, on va pouvoir accéder à tout va être facile. Effectivement, on entretient aussi les gens un petit peu là-dedans avec les multi-applis, etc. Et il ne faut pas perdre de vue qu'à un moment, il faut quand même faire des efforts. Il faut faire des efforts pour se former, il faut faire des efforts pour grandir, pour évoluer, etc. Ça demande des efforts. Par contre, effectivement, donc au départ, il faut quand même vendre sympathiquement le sujet, parce que voilà, faut dire oui, ça va être quand même un moment de plaisir. On peut faire des efforts, mais l'effort
on peut prendre du plaisir aussi à faire des efforts, à apprendre. Et effectivement, plus le contenu va être utile dans mon quotidien demain, plus je vais répéter des expériences qui me prouvent que ce que j'ai appris, effectivement, c'est super efficace dans ce que je fais. Bah, plus tout ça, ça va effectivement créer de l'engagement et la roue, voilà, la pierre va dérouler, va rouler et voilà, on va rentrer dans une bonne dynamique. Mais effectivement, moi, je déplore effectivement le fait qu'on veuille faire croire qu'aujourd'hui, pour grandir, pour se développer, pour apprendre, pour avoir un meilleur travail demain, ça va se faire comme ça. Non, à un moment, effectivement, ça peut se faire par le plaisir, mais voilà, ça peut être de l'effort dans le plaisir. Et là, on retrouve les thématiques du sport qui sont très très proches sur ces sujets. Et très aligné avec Jérôme et Elisabeth, ce que vous avez dit sur les clés de l'engagement. Évidemment, ça paraît la grammaire de base, l'adéquation entre un contenu, une expérience et un vrai besoin. Je ne vais pas pontifier, juste un truc, un conseil. Si je peux me permettre de donner un conseil, un seul, en take-away, partant de cette conférence, quand vous êtes amené à réfléchir à la construction d'un parcours de formation, ou au changement de plateforme, ou à une demande de fonctionnalité, posez vraiment la question à beaucoup de vos apprenants, votre public cible, l'apprenant final. Qu'est-ce qui vous dit ? Parce que dans les slides que vous nous avez montrés tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire. 85% demandent le mode déconnecté, ou 71% le demandent, 85% ne l'utilisent pas. 100% des patrons de L&D demandent des fonctionnalités pour que le manager prescrive des parcours, mais le manager, il ne prescrit pas des parcours. Parce qu'il n'a pas tellement le temps en réalité. Il aimerait le faire, il dit qu'il veut le faire, il dit qu'il va le faire, mais il ne le fait pas quand on regarde les usages. Donc posez la question à vos apprenants, encore et encore, parce que la sagesse, c'est eux qui l'ont. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le vrai sujet, c'est la culture d'entreprise en fait. Dans une étude qu'on a faite avec IDC, on a montré que le principal frein à la transformation digitale en Europe, ce n'était pas la technologie qui vient en deuxième, c'est la culture d'entreprise qui est en premier. Donc comment, et ça je pense que c'est peut-être le côté noble du métier de responsable formation, comment je favorise une culture de curiosité, comment je donne envie d'apprendre en fait. Et là-dessus je suis tout à fait d'accord, oui, apprendre en soi est un effort. Je prends des cours d'italien, j'adore ça, mais effectivement, il faut que je libère du temps que je n'ai pas forcément, il faut que j'apprenne mon vocabulaire, etc. Enfin, c'est du travail, c'est normal. Et si je veux progresser, si je veux une certification, si je veux un diplôme, si je veux n'importe quoi d'autre, ça demande des efforts. Mais comment je favorise cette culture de curiosité et de partage des connaissances, ça c'est le côté intéressant. Et en plus, ça sera différent d'une entreprise à l'autre, puisque dans chaque entreprise, la culture sera différente. Chez Cornerstone, en tant qu'entreprise, pas en tant qu'éditeur, ce qu'a fait notre service formation, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle les journées de développement, tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend, où en gros, les employés forment les employés sur n'importe quel sujet. Voilà, et c'est une journée, et ça peut être lié au boulot, ça peut être lié à des trucs complètement privés. On peut avoir une collègue qui fait du yoga, qui va faire une formation yoga, un autre collègue, je pense à un de mes collègues graphistes, il a fait un jour une formation plutôt boulot, hein, comment améliorer ses PowerPoint. La fois d'après, il a fait une formation capoeira, parce qu'il fait de la capoeira. Bon, c'est un exemple de quelque chose qui fonctionne super bien dans notre culture d'entreprise. Donc la vraie question à vous poser, c'est qu'est-ce qui fonctionnerait bien dans la vôtre? Ça peut être quelques minutes par jour, ça peut être quelques jours par mois ou par trimestre. La vraie unité de valeur, c'est pas l'euro, c'est le temps. Et c'est là où il va falloir réfléchir avec votre direction générale, comment je libère du temps pour favoriser cette culture de curiosité. Et là, ce sera évidemment différent d'une entreprise à une autre. Mais c'est un sujet passionnant et je pense que ça, c'est la noblesse du métier de formateur.